Alors, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, en 1912, est une terre d'accueil de nombreux arrivants. On retrouve parmi eux des fonctionnaires, des militaires et également des médecins. Il y a en effet une multiplication des passages des médecins qui attestent d'un alcoolisme qui sévit déjà au sein des troupes stationnées à Nouméa. Parmi eux, on va retrouver notamment le docteur au bagne Léon Collin, né en 1887 et mort en 1972. Fils de marchand de vin, il intègre les troupes coloniales après des études en métropole, à Toulon, puis à Bordeaux. Il fut médecin dans les bagnes de Guyane entre 1907 et 1910. Il fut affecté sur le navire La Loire, puis il fut envoyé en Nouvelle-Calédonie entre 1910 et 1913 pour servir sur l'île Nou juste avant sa fermeture. Alors il y découvre un bagne qui n'accueille plus de nouveaux arrivants depuis 15 ans et qui commence à s'apparenter à un asile pour vieillards. Il a également mené une mission médicale aux îles Loyauté en 1913. Et dans le cadre de ses fonctions, il rédige des rapports montrant la vie quotidienne et les conditions de vie des condamnés. Sa curiosité et son regard scientifique vont l'inciter à accumuler une riche documentation qui offre quantité d'informations sur la vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie. Il va amasser une telle quantité d'informations qu'une exposition importante va être réalisée et consacrée à lui au Centre culturel Chibaou en janvier 2019. Cette exposition regroupe à la fois des photos, des informations tirées de son carnet de voyage, ainsi que de la documentation. Il publia d'ailleurs quelques articles dans la presse de l'époque et c'est ainsi qu'il rédigea le rapport sur l'état de l'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie lors de son passage en 1912. Il va par la suite l'envoyer en métropole pour y être publié dans la revue des troupes coloniales dans le numéro 127 en janvier 1913. Lors de son départ en métropole en 1913, il va laisser en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de travaux et d'écrits qui vont par la suite être regroupés dans un fonds aux archives de la Nouvelle-Calédonie, le fonds 61J. On retrouve également des poésies qui lui ont été remises par des bagnards tels que Marius Julien, un rapport sur l'état sanitaire des populations aux îles Loyauté ou encore de nombreux clichés de l'archipel au début du XXe siècle. On retrouve au sein de ce fonds le fonds 61J2 qui concentre les écrits du docteur sur l'état d'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie et il est lui-même composé de 2 documents que vous pouvez voir qui est affiché. Alors on va retrouver donc le premier document est le rapport originel du docteur qui a été rédigé en 1912 et le second document est la version qui a été publiée dans la revue des troupes coloniales en janvier 1913 au numéro 127 et qui est destiné celui-ci au grand public. Ces archives constituent l'un des témoignages privés les plus précis et importants sur les bagnes français d'outre-mer. Elles ont d'ailleurs été en partie publiées dans un ouvrage par son petit-fils, Philippe Collin, qui a été publié en 2015 et qui s'appelle « Les hommes et les bagnes, Guyane et Nouvelle-Calédonie, un médecin au bagne, 1906-1913 » aux éditions Libertalia. Ce fonds 61J2 est ainsi considéré comme l'une des principales sources calédoniennes sur la période et il est d'autant plus important qu'il n'est pas disponible en ligne, c'est donc une source inédite pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Au niveau de la réglementation sur l'alcool, il faut savoir que depuis la fin des années 1880, des lois de restriction à la vente mais aussi à la consommation vont se multiplier au niveau de l'alcool et elles vont s'appliquer principalement aux personnes non européennes. Alors parmi celles-ci, on va retrouver tout d'abord celle de 1889 qui est un arrêté qui est publié près de 2 ans après la promulgation du Code de l'indigénat et qui va interdire la vente de boissons alcoolisées aux indigènes. En 1892, cette interdiction va également s'appliquer aux Tonkinois et aux Japonais et en 1902 aux Néo-Zélandais. Ces 3 populations vont former l'essentiel des travailleurs engagés qui vont affluer dans la colonie pour travailler principalement dans les mines et dans les champs. Le 10 mars 1903, l'interdiction de vente d'alcool dans toute la colonie pour les non-européens va être confirmée.
Et cela va marquer l'instauration officielle d'une ségrégation de type colonial dans l'accès aux boissons toxiques. Cette mesure est surtout instaurée dans un but économique, puisqu'elle vise avant tout les étrangers présents en Nouvelle-Calédonie en tant que travailleurs engagés. Mais elle vise également les Kanaks, puisque le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va suivre les demandes répétées de la Chambre du commerce et de l'industrie, qui représente alors les patrons calédoniens, et qui va prohiber l'alcool pour les travailleurs afin d'améliorer la qualité de travail des engagés sur les chantiers et dans les mines de la Nouvelle-Calédonie, et ainsi de diminuer les violences engendrées par la surconsommation de l'alcool. Mais outre cet aspect social, on ne peut mettre de côté une forme de racialisation de l'accès à l'alcool dans un contexte colonial marqué par de fortes ségrégations entre les populations. Et face à ces nombreuses interdictions, va alors se développer un trafic clandestin d'alcool en Nouvelle-Calédonie, notamment suite à la loi de 1903. Alors ma communication consistera à présenter l'analyse réalisée par le docteur Collin sur l'alcoolisme au sein des troupes coloniales en Nouvelle-Calédonie en 1912, et à partir de 2 visions de l'article qu'il a publié à ce propos, qui sont conservées dans le fonds 61J2 aux archives de la Nouvelle-Calédonie, que j'ai pu consulter et analyser. Et pour commencer, dans une première partie, nous allons dresser un rapide constat sur l'état de consommation importante d'alcool au sein des troupes coloniales stationnées en Nouvelle-Calédonie. Puis dans une seconde partie, nous verrons les explications scientifiques que nous donne le docteur et les mesures qui pourraient être mises en place pour lutter contre cet alcoolisme. Et enfin, dans une dernière partie, nous confronterons les 2 versions d'un même document qui nous montrent 2 visions bien différentes de cet alcoolisme dans les troupes. Alors en 1912, le docteur Léon Collin va rédiger un rapport sur l'état de consommation d'alcool, et il nous explique dès les premières lignes que les ravages que l'alcool exerçait en Nouvelle-Calédonie sont bien connus et ont d'ailleurs été déjà signalés. Il évoque par exemple un cri d'alarme poussé en 1898 par un général inspecteur des colonies. La situation est telle que par exemple sur Touault, c'est un tiers des militaires en poste qui vont s'adonner à la boisson. On peut citer également le médecin Escande de Mézières qui va réaliser un tableau statistique sur l'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie dans les troupes coloniales en 1903, et Collin va l'utiliser pour référencer son étude et démontrer l'ancienneté du problème. Il en résulte que sur 99 hommes couchant au quartier militaire de la ville, c'est 15% qui sont des ivrognes notoires et 28% des occasionnels. Seulement 5 ne boivent jamais. On remarque de plus que de nombreux soldats ont commencé à boire suite à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. De plus, entre août 1911 et entre août 1912, c'est 353 procès-verbaux qui vont être dressés dans les rues de Nouméa pour ivresse. Ces chiffres témoignent encore une fois d'un manque de modération à la consommation d'alcool. Ils sont d'autant plus importants que le docteur Collin les a récupérés auprès du commissariat de police de Nouméa, dont les archives pour l'époque coloniale ont aujourd'hui disparu. Les sources judiciaires donnent des chiffres bien moindres, ce qui nous laisse suggérer que les archives dont nous disposons actuellement pour étudier le niveau de l'ivrognerie en Nouvelle-Calédonie sont alors partielles. Ainsi, depuis le cri d'alarme poussé en 1898, on remarque qu'en 15 ans, rien n'a été accompli par les autorités pour enrayer ce fléau. Le docteur Collin parle ainsi d'une consommation de vin et d'alcool inquiétante pour l'avenir de la colonie, à la page 14. Ces différentes données statistiques mettent ainsi en avant un problème majeur d'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie au sein des troupes, déjà présent depuis quelques années, mais il dénonce également l'influence néfaste que laissent ces troupes après leur passage en Nouvelle-Calédonie. Le médecin insiste également sur le fait que cette consommation excessive d'alcool peut entraîner des dommages sur la santé. Il parle alors des ravages de l'alcool. Il parle tout d'abord d'une perte de la valeur professionnelle et de la discipline générale pour le militaire, puisqu'en effet, l'ivresse abusive provoquerait une diminution de la résistance de l'organisme, et notamment au niveau de l'appareil digestif et du foie. Elle causerait par exemple des maladies gastro-intestinales, qui sont un indicateur certain de cette importante consommation de boissons alcoolisées. Les personnes ayant l'habitude de s'enivrer seraient alors plus propices à contracter des affections d'origine exotique, telles que la tuberculose par exemple, qui sont des maladies parfois foudroyantes dans les colonies.
Ces dommages sur la santé sont principalement causés par des alcools de qualité douteuse, puisqu'en effet, bon nombre de débiteurs d'alcool calédoniens vont s'adonner à une fabrication clandestine de boissons alcoolisées. Il nous dit par exemple que la pop canac et la baie noire produite par un arbre connu en Calédonie sous le nom de jamelon servent à des commerçants peu scrupuleux pour fabriquer une sorte de vin épais qui, fortement mouillé et alcoolisé, est écoulé ensuite principalement parmi les tribus kanak. Il évoque également des boissons coupées avec des colorants industriels, notamment à proximité des usines de transformation du nickel à Nouméa et à Thio. Ainsi, dans de nombreux cas, l'absorption de boissons alcoolisées artisanales sont souvent de mauvaise qualité, liées au trafic illégal qui cause des ravages sur la santé des soldats et des marins stationnés en Nouvelle-Calédonie. Il montre aussi dans son rapport une vision pathologique de l'alcoolisme qui est alors perçue comme une véritable maladie. Et selon Collin, cet alcoolisme n'est donc pas un vice, un moyen de se détendre ou de tuer l'ennui, ni même un moment de convivialité, mais bien une addiction. Ce qui est intéressant ici, c'est le point de vue médical et scientifique que nous donne le docteur sur la situation d'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. Nous allons maintenant voir que le docteur Collin nous propose des explications scientifiques et médicales à cette alcoolisation excessive des militaires en poste en Nouvelle-Calédonie. Le docteur Collin nous explique que les causes de cet alcoolisme sont multiples et patentes. Et parmi celles-ci, on retrouve tout d'abord la température, qui est beaucoup plus élevée qu'en métropole et qui rend ainsi nécessaire pour ces hommes d'étancher leur soif. On retrouve également l'absence de distraction ou loisiveté, puisque ces hommes s'ennuient, ils vont donc tout naturellement se rendre vers les bars ou les lieux de débit d'alcool. La mélancolie et l'ennui aux colonies sous les tropiques est un thème récurrent dans les écrits des exilés et des coloniaux. L'entraînement réciproque des soldats, l'accès très facile aux bars et la nocivité des boissons sont tout autant d'éléments réunis qui créent un réel climat d'ivresse quotidien pour les soldats et pour les marins. Le docteur évoque également le lien entre l'ivresse et l'éducation. Il cite également la faiblesse d'esprit comme cause d'ivresse et il nous parle également du caractère héréditaire de cette consommation excessive d'alcool. Il nous parle alors d'hérédo-alcoolisme. Il reprend alors des théories très à la mode, notamment dans les milieux scientifiques et littéraires, où le patrimoine génétique donne une prédisposition à l'alcoolisme. Une autre cause principale de cet état d'alcoolisme, citée par le docteur, est le manque pour le soldat ou pour le marin de sa famille. Cet état de nostalgie les rendrait ainsi accessibles au moindre entraînement et notamment dans les bars de la ville. Le docteur évoque également la prostitution comme explication au fait que ces hommes soient attirés vers les bars. Cela serait dû au manque de leurs femmes restées alors en métropole. On parle alors de solitude, de détresse affective ou encore de misère sexuelle. Ce climat ferait que les hommes qui fréquentent assidûment les cafés et les auberges pourraient trouver des femmes fendant ces bougs une consommation considérable d'alcool affreusement frelaté. Le docteur Collin dénonce l'insuffisante réglementation de la prostitution ainsi que le manque de contrôle de police des débits. Et cela est notamment dû à la nocivité des boissons qui mène ainsi à ces excès. Si la législation sur l'alcool en Calédonie est très contraignante, il semble que, dans la pratique, la répression ne concerne que les consommateurs et non les revendeurs et trafiquants qui échappent ainsi à ce contrôle. Ces différents motifs utilisés afin de justifier ou du moins atténuer la responsabilité des soldats des troupes coloniales à cet alcoolisme. Le docteur Aubagne évoque également des mesures qui pourraient être mises en place afin de freiner cette culture de l'ivrognerie. Le problème de l'alcoolisme étant devenu un véritable fléau en Nouvelle-Calédonie, des mesures doivent être prises. Les militaires avaient déjà fait l'objet de premières réglementations à ce sujet dès 1854, puisqu'ils étaient accusés de semer le trouble avec beaucoup d'excès d'alcool dans le port de France. La consommation alors leur fut interdite par le commandant de la colonie. Il y eut une certaine tolérance dans la fin des années 1860, mais à partir de 1898, après le cri d'alarme poussé par l'administration,
au niveau du taux important d'alcoolisme dans la colonie. Il dut trouver une solution contre ce problème et le général inspecteur dut même aller jusqu'à retenir une partie de leurs prêts aux soldats ou aux marins qui donnaient lieu à ces excès. Colin ne reste pas uniquement dans la dénonciation de ce fléau. Il propose dans son article toute une série de solutions possibles. Et il fait tout d'abord mention de punitions pour le motif d'ivresse qui serait souligné d'encre rouge et qui laisserait sur le livret matricule une tache ineffaçable. Le médecin Colin insiste tout d'abord sur le fait de mettre en place des solutions pour lutter contre les alcools de contrebande qui restent le facteur majeur de dégradation de la santé des soldats et des marins. Il nous parle, par exemple, lors de la désignation coloniale des soldats, de pratiquer une sélection qui permettrait d'éliminer provisoirement de la Calédonie les hommes ayant une tendance à boire et ceux dont le livret matricule porterait des punitions pour ivresse. Pour lui, il est important d'occuper et de distraire le soldat de manière à l'empêcher de se livrer à l'alcoolisme. Il fait également mention du fait d'interdire, dans la mesure du possible, la fréquentation démoralisante d'anciens pensionnaires du bagne. Il faudrait également l'instruire fréquemment par des conférences et des images des dangers spécialement redoutables de l'alcool aux colonies et réprimer avec le maximum de sévérité la moindre faute due à l'ivrognerie. Il propose également de mettre à sa disposition à la cantine que des boissons strictement hygiéniques et en petite quantité. C'est tout cela que le docteur nous explique. Il évoque également la nécessité d'interdire l'importation d'alcool fort et en particulier l'absinthe. Ce sont tout autant de solutions qui pourraient permettre de limiter ce phénomène de consommation excessive de boissons alcoolisées d'une ampleur considérable au sein des troupes localisées en Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'en confrontant ces deux documents qui composent le Fonds 61J2, on remarque une mise sous silence de certaines parties du rapport de 1912. Il faut souligner le fait que par rapport à l'écrit originel donc sur l'alcool parmi les troupes d'infanterie coloniale stationnant à Nouméa, donc le document 1, qui a été rédigé par le docteur Colin en 1912, des parties manquent dans la revue des troupes coloniales de 1913. Dans son rapport de 1912, Léon Colin nous confie que son enquête serait forcément incomplète puisqu'elle ne porte que sur les soldats couchant à la caserne. Elle ne comptabilise donc pas les soldats couchant en dehors des quartiers qui échappent ainsi à la surveillance des chefs de service et des officiers de l'administration. Il néglige de plus, dans son enquête, les sergents et caporaux qui, de par leur importante responsabilité, doivent donc être moins enclins à l'ivrognerie, selon lui. Pourtant, sur 10 caporaux de la première compagnie, 2 furent punis pour intempérance. L'un était déjà buveur et l'autre aurait commencé à boire en arrivant en Nouvelle-Calédonie. Ces passages du docteur Colin ne sont cependant pas mentionnés dans la revue Paris en 1913. Colin nous confie également qu'il aurait des défaillances dans la surveillance des soldats, puisque certains hommes ont pu s'enivrer pendant leur service de garde et même dans les locaux disciplinaires, ce qui prouve encore une fois un manque de surveillance et aussi de discipline des soldats. Il dénonce également le fait que du vin soit servi dans les cantines sans limitation, ce qui est encore une fois un facteur d'enivrement des soldats, puisque la consommation devient vite excessive. C'est l'association de la consommation dans les cantines, mais également dans les bars de la ville, ainsi que le demi-litre journalier réglementaire délivré par les compagnies qui vont engendrer cette ivresse fréquente. L'administration militaire a donc une responsabilité particulière dans ce problème d'alcoolisme au sein des troupes coloniales en Nouvelle-Calédonie, et c'est pourquoi il est probable que la revue des troupes coloniales, alors financée par le ministère de la Guerre, ait volontairement passé sous silence certaines parties du rapport du docteur Colin afin de dédouaner sa participation à l'ivresse des soldats et de censurer l'ivrognerie des sergents et caporaux. Il faut de plus noter que le docteur précise que la part des jeunes soldats natifs présents dans les colonies représente environ un cinquième des effectifs des hommes et ne boit que très peu proportionnellement aux soldats européens, qui sont forcément moins enclins à l'ennui et à la mélancolie de l'exil. Mais ce n'est pas tout, on remarque également qu'il y a une volonté de dégradation de l'image des non-européens, puisque dans l'article paru dans la revue des troupes coloniales, l'accent est mis sur le caractère sauvage des indigènes et sur leur alcoolisme.
comme lorsque le docteur Colin cite un journal local calédonien qui s'étonnait de rencontrer dans les rues les dimanches et jours de fête tant de Kanaks ivres que l'alcool transforme en véritable bête féroce. Colin parle de spectacles loin d'être moralisateurs, libérés loqueteux, titubants, Kanaks aux yeux injectés de buvant à la bouteille, ou s'appuyant aux arbres des avenues, ou circulant en troupes hurlantes, voire menaçantes, tel est le genre de rencontre habituelle. Ce qui est frappant, c'est que dans le brouillon de l'article, cette description n'intervient qu'à la page 6, alors que dans la version publiée, elle sert de propos introductif. Nous avons donc affaire à un discours colonialement correct. Le Kanak est donc perçu comme un être alcoolique retournant à l'état de sauvage lorsqu'il est sous l'emprise de boissons alcoolisées. Et les écrits du docteur Colin donnent ainsi une image dégradante de l'indigène calédonien, et cette perception va être volontairement mise en avant par la revue des troupes coloniales. Il y a également dans ses écrits la transmission d'une vision dégradante à la fois de l'indigène, mais également du forçat libéré ou colon libre, puisqu'il est décrit comme le principal responsable de l'intoxication de l'élément ouvrier. Par exemple, dans son rapport de fin de campagne, Colin cite le médecin Kersin, qui déclare que c'est une honte de voir nos soldats et nos marins en contact avec ces gens. Ainsi, dans l'article publié de la revue des troupes coloniales, qui passe sous silence l'alcoolisme européen, alors que les marins et soldats européens sont alors les principaux clients des débiteurs d'alcool et des bars de la ville, comme le montrent les archives judiciaires. L'accent est mis de plus sur la consommation fréquente de boissons alcoolisées par les Kanaks et sur leur comportement contraire à la morale européenne. Est également mis en avant le rôle principal des forçats libérés en tant que gérants et débiteurs d'alcool, qui sont alors jugés comme responsables de l'ivrognerie des troupes coloniales. Le docteur Colin ajoute que la fréquentation des gens d'origine pénale qui entrent pour une large part dans la composition du peuple de rue ou des clients habituels des débits est en effet sur nos soldats d'une influence déplorable. Ainsi donc, ces différentes réglementations qui instaurent la prohibition de l'alcool en Nouvelle-Calédonie envers les non-européens peuvent être vues comme un moyen de nettoyer les rues de la capitale et ainsi de protéger le regard des colons de cette ivrognerie. Ainsi donc, le docteur Colin nous partage son analyse médicale et scientifique sur l'état inquiétant de consommation d'alcool au sein des troupes coloniales en Nouvelle-Calédonie en 1912. Il désigne aussi des responsables et dénonce un laxisme du côté de l'administration coloniale. Léon Colin met ainsi en avant un problème de société majeur en Nouvelle-Calédonie qui va encore demeurer jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que l'on retiendra surtout, ce sont les passages censurés dans la revue des troupes coloniales par rapport au rapport originel du docteur Colin. Cela témoigne encore une fois d'une volonté de passer sous silence la responsabilité de l'administration coloniale face à ce problème d'alcoolisme, mais également d'une volonté de dégradation de l'image de l'indigène et du forçat libéré, tenu pour responsable de l'intoxication des troupes. La revue des troupes coloniales représente donc la Nouvelle-Calédonie comme le temple colossal de l'ivrognerie et nous donne l'image d'un alcoolisme essentiellement présent chez les Kanaks, alors que les écrits du docteur Colin nous montrent tout le contraire, c'est-à-dire un alcoolisme qui serait essentiellement remarqué du côté européen. Les écrits que nous laisse le docteur Colin revêtent donc une importance particulière au sein du patrimoine écrit de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi plus généralement dans l'histoire et l'analyse du discours colonial. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci beaucoup Raphaël, merci pour cette présentation, merci pour le timing qui a été tenu. Ouais, voilà, contrairement à d'autres. Et alors moi je vais m'effacer parce que je vais essayer de me connecter avec l'intervenant suivant qui nous a écrit en nous disant que lui il n'y arrivait pas. Je vais aller voir ça tout de suite. Je tenais simplement à vous remercier, à dire que ça nous apportait aussi encore une contribution sur cet intéressant personnage Colin dont on entend de plus en plus parler, sur un article qui, je crois, n'est pas mis en ligne. Il y a beaucoup de documents qui sont mis en ligne sur Colin, mais il me semble bien que celui-là n'est pas mis en ligne, donc ça me paraissait intéressant de le mettre en avant sur un point très précis qui s'est voulu une étude scientifique, datée, située, faite par un médecin, tout ce qui est de plus sérieux, qui a fait une sorte d'enquête de terrain, en fait, sur l'alcoolisme dans les troupes. Ça met aussi
ça ne parle pas, cette étude, que des militaires, on l'a bien vu à travers votre présentation. Et puis, ça met aussi en valeur le travail des étudiants de la licence d'histoire, et ça nous permet aussi d'en être fiers un petit peu de ce que font nos étudiants pendant leur diplôme. Et certains de vos amis sont venus aujourd'hui vous soutenir, et on les remercie également d'être présents. À votre tour, les gars, hein, maintenant. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Louis s'il y a des questions pour Raphaël, et pendant ce temps, je vais essayer de rattraper notre intervenant suivant. Est-ce que quelqu'un donc a des questions éventuellement? Savez-vous pour les raisons pour lesquelles on a interdit la vente d'alcool aux Néo-Zélandais? Ah oui. Oui. C'est curieux. C'est une erreur. En fait, c'était les néo-zébridés. Pardon. C'est néo-hybridé, en fait. Il y a juste une erreur. Il y a juste une erreur. Oui. Non, ok. Nous, l'association In Memoriam, on va vous apporter des éléments supplémentaires pour prouver ce que vous avez avancé, qui est tout à fait avec exact. plaisir, ouais. Par exemple, dans le monde kanak et dans les tribus, on va avoir surtout dans le milieu protestant, puisque la Croix-Bleue est un mouvement de tempérance protestant qui naît en France, à Héricourt exactement pour la première, mais le mouvement premier c'est en Suisse, et qui va se développer dans le sein des tribus protestantes en Nouvelle-Calédonie. On sait par exemple que le drapeau de tempérance de Marais, qui va flotter au moment de l'arrivée du Pasteur de l'Or en 1899, est exposé en 1930 à l'exposition internationale, avec tous les noms l'exposition coloniale, pardon, de 1930, et chacun aura signé l'engagement, de ne plus boire et d'être tempérant. Donc en même temps qu'effectivement il y a de l'alcoolisme qui sévit, il y a une volonté coloniale de le faire porter sur les indigènes en général. On a à l'intérieur même des tribus des mouvements de tempérance. Donc des gens qui s'engagent, qui boivent plus, c'est récurrent dans les lettres que Sonia travaille, les lettres de tirailleurs par exemple, cette question on ne boit pas, on ne va pas boire. Il y a une splendide photo de la société de tempérance des tirailleurs en 14. Il y a aussi les courriers des natas, donc pas seulement de l'Énart, mais des pasteurs kanaks qui vont essayer d'intervenir et de peser pour qu'en 1903, il y ait cette loi interdisant la vente d'alcool aux indigènes. Donc c'est à la fois effectivement quelque chose de colonial qui va créer deux statuts, ce qui peut aussi expliquer que, on avait trouvé ça, je crois, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'au fond, dans les mouvements de revendication et identitaire, voire indépendantistes, au fond, boire devenait prendre les droits de l'autre, ont pu être perçus à un moment donné comme une forme de libération ou de résistance ou de revendication. Donc il se joue toute une série de choses entre tempérance et intempérance très complexes et que vous avez effectivement souligné. Donc des preuves de ce côté-là, si vous faites un master, il y en a plein. Vous avez de la matière. Merci beaucoup. Merci. Non? Non, il n'en a pas fait mention dans son rapport. C'était vraiment centré sur l'alcoolisme. Voilà.